Yann Sénéchal avec nous autres sur Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime ce lundi. On parlait en ouverture avec Jerry et Mr. White de tout ce qui arrive avant de parler des choses qui se sont passées au Québec. Mais quand on regarde ce qui se passe un peu partout à travers le monde, ça semble une écœurite généralisée dans les pays du G20, mettons. Allons-y plus large que ça. Là. Donc, même les pays qui sont même pas dans le G20, il semble y avoir une écœurite. Parce que les problèmes commencent à se ressembler ici et là. On parlait de l'Irlande avec ce qui s'est passé, les riots en Irlande, puis l'intervention de Conor McGregor qui a été vu comme du hate speech par le pays, alors que lui disait, écoutez bien, tout ce que vous vivez en ce moment, ça a été fait et créé par les décideurs et toutes les décisions que vous avez prises au cours des dernières années. Donc, c'est triste ce qui arrive, mais vous êtes responsable, puis c'est dur à dénoncer parce que le monde est à bout. On voit la réaction aussi au Canada de toutes sortes de patentes par les résultats des sondages que nous avons où il y aurait un balayage conservateur. Puis j'ai présenté dans l'ouverture, Yann, des audios de l'arrivée de Trump dans un stade. Puis je vais le dire, moi, regarde, je l'ai dit dans l'ouverture, je vais le répéter encore. J'étais de ceux qui n'étaient pas trop sûrs d'une autre tentative de Trump pour devenir président. Mais finalement, ils sont en train d'y donner carrément sur un plateau d'argent avec... des gens, puis que ce soit, on pourrait ramener ça au Québec aussi en passant, là, parce que le lot de problèmes que nous parlons, c'est-à-dire des gens qui payent très, très cher, plus capables de se trouver des maisons à prix correct, les voitures qui sont peu achetables, l'énergie qui est chère, on est là, on a des bons salaires, mais on se sent de plus en plus pauvre. Il y a une écœurite qui semble généralisée dans plusieurs pays. Et c'est là où, quand les gens sont plus capables, qu'ils vont prendre une option qu'on n'aurait peut-être pas pensé il y a 5 ans, 6 ans. Le gars un peu spécial, avec des cheveux bizarres, une scie mécanique des mains. Mais à un moment donné, quand le monde en a assez, puis qu'ils ont découvert, qu'ils ont l'impression qu'ils se font berner par les politiciens, on dirait que là, ils se réveillent, puis là, c'est là où ils vont à l'action. Parce que les résultats, là, moi, ce qui m'a marqué du week-end, c'est vraiment les résultats du sondage chez les jeunes de 30 ans et moins, ou même les jeunes qui sont, je dirais, assez dirigés dans les écoles, dans les universités. Et là, ben, ils voteraient conservateurs. Donc, il y a quelque chose. Il se passe de quoi un peu partout. C'est pas unique au Québec, c'est pas unique au Canada. Ça semble être à bien des endroits, là. Bien, c'est logique parce que... excuse-moi, j'ai un feedback, là. Ben, c'est logique parce qu'honnêtement, quand les partis politiques font à peu près toute la même chose pour contenir la crise sanitaire, au niveau économique, oublions les mesures et tout ça, là. Allons vraiment au niveau économique, tout le monde s'est mis à dépenser beaucoup, une méthode keynésienne pour essayer de sauver des meubles en disant on ferme l'économie, fait que veut pas, il faut qu'on supporte cette économie-là en dépensant énormément. Les banques centrales se mettent à imprimer beaucoup d'argent. Il y a des pays, évidemment, qui ont exagéré plus que d'autres, mais les conséquences de tout ça, tu le savais, on le disait, ça allait être qu'on ne faisait que reporter nos problèmes économiques à plus tard. On évitait une récession profonde, on évitait une crise économique, mais c'était au détriment de potentiellement de l'inflation plus tard, qui serait le prix à payer de ce party-là qu'on s'est offert. Tu sais, tu payes des gens à ne pas travailler et éventuellement, c'est pas censé. Fait qu'il va en avoir des conséquences. C'est juste que les conséquences, il y a un délai. Là, on est direct dedans. On est direct dedans. Puis l'inflation, ce n'est pas quelque chose que la population apprécie. C'est pas pour rien que Milei, ça a levé autant en Argentine. C'est que l'inflation est encore plus grave qu'au Canada. Là. Oui. Donc, plus le problème est grave, plus la solution radicale est importante. Mm-hmm. C'est drôle, dans une entrevue qu'on avait dit, on avait fait avec Philippe Couillard, c'est un peu ce qu'il nous expliquait. Lui, c'est un social-démocrate. C'est pas un gars qui veut réformer le système. Sauf que c'était un gars qui faisait énormément attention aux finances publiques dans sa gestion. Il en a payé le prix. Mais il disait, pour moi, c'était important parce que si on ne fait pas attention aux dépenses publiques, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que le pays ou la province va prendre une direction totalement opposée éventuellement. Puis je pense qu'il a raison dans sa philosophie. Si tu pousses trop loin l'étatisme, si tu pousses trop loin les solutions gouvernementales, si tu pousses trop loin les conséquences négatives de tout ça qui est l'inflation, ben les gens vont prendre action. Puis présentement, le problème canadien au niveau de l'habitation, c'est pas surprenant de voir que les premiers à vouloir prendre action, c'est les jeunes 18-34. C'est eux qui ressentent le plus l'inflation. Ouais.
Donc, c'est eux qui veulent aussi le plus de changements et qui sont le plus radicaux dans leur changement aussi, parce que c'est pas de l'extrémisme de droite, Pierre Poilievre, mais eux autres, ils se disent... Moi, je lis souvent que c'est un gars de far-right leader, Pierre Poilievre. My God! Là, ça, c'est de l'autre folie aussi, ça. Là. Quand tu étiquettes du monde puis que tu les écoutes, tu dis, ben mon Dieu, c'est ça l'extrême droite. J'aime ça. Moi, l'extrême droite. En fait, c'est pas ça l'extrême droite. Tout le monde comprend ce bout-là. Mais même si les jeunes sont dans un carcan idéologique à l'école, même si on essaie de les brainwasher un peu, puis ça marche à certains aspects. Je veux dire, c'est définitivement le cas au niveau écologique, ça a fonctionné. Mais quand ils vivent un réel problème, à la sortie de cette école-là, le problème est extrêmement simple pour eux, difficulté à s'acheter une maison. Ou à se prendre un appartement. Qui est le rêve américain. Là. Oui. Ou avoir un appartement décent pour commencer. Même un appartement décent, voilà. Un appartement décent pour commencer, c'est 1500 $, là, 1400, 1500 dans des marchés. Montréal, c'est probablement 1800. Tu dis, oh my God, c'est ça le début, merci. Tout à fait. Fait qu'eux autres, le réel problème de l'inflation, ils l'ont d'un dent. Parce que c'est sûr que la personne, on peut dire boomer, X, Y, même Y, on est assez vieux, les Y, pour avoir une maison qu'on a une certaine équité depuis un certain temps dedans. On est encore plusieurs à être à côté sur un taux fermé. On est encore plusieurs à avoir, oui, vu le prix des maisons augmenter, mais on a 200 000 d'équité dessus parce que, justement, on a payé un petit peu notre hypothèque, puis on l'a acheté il y a 5 ans. Fait que on a participé à la hausse des prix, puis on en bénéficie de cette hausse des prix-là. Mais le jeune qui veut entrer sur le marché de l'habitation, ce n'est plus accessible pour lui. Non, imaginez-vous maintenant vivre dans un pays où est-ce que c'est 140 % l'inflation. Mais tu avais parlé, Yann, moi, je me souviens de ça, là, je me rappelle pas quand, là, puis j'avais trouvé ça intéressant. Tu avais dit, c'est dur d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, qui n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. C'est quand tu parles d'inflation, tu parlais d'inflation, on va peut-être avoir de l'inflation va monter. Ceux qui ont 40 ans et moins, ils n'avaient aucune idée qu'est-ce que c'était l'inflation. Ils n'ont pas vécu dans leur vie. Mm. C'est-à-dire, ils n'ont pas vécu ça. Nous autres, on l'a vécu ça. Moi, j'ai des souvenirs, des taux d'intérêt élevés, on va dire des difficultés économiques, les magasins avec des panneaux de bois dedans. Moi, je le sais. On l'a vécu ça. Moi, j'ajouterais, mes parents, 20 % de baisse de salaire de 2 profs. Oui, 2 profs. Boum, d'une claque. Mais tu sais, les plus jeunes, je dis 40 ans, c'est peut-être 30 ans. Mais eux autres, là, l'inflation, là, c'est quoi? C'est comme un genre de mot économique qui veut... Mais là, ils vivent. Pas ce qu'on comprend? Là, en ce moment, là, ils apprennent. C'est bizarre à dire, là, mais ils ont pas vécu ça. Ils savaient pas zéro qu'est-ce que c'était, là. Ah, puis va plus loin. Tu peux pousser sur d'autres sujets la même chose, la même rhétorique. Le prof Caron nous dit souvent qu'une des raisons pourquoi des partis comme Québec solidaire peuvent être populaires aujourd'hui, c'est que ça fait trop longtemps que les communistes étaient une réelle menace. Donc, les gens finissent par oublier. Oui, bon point. Demande à un Cubain si c'est une bonne idée, le communisme. Un Cubain qui vit maintenant en Amérique du Nord, il va te dire tout de suite, vous tombez sur la tête. Il l'a vécu. Ça, c'est quoi? Vincent Gelozo me disait cette semaine, il dit, écoute, j'ai une de mes amies cubaine qui est une prof d'université aujourd'hui, donc elle est arrivée quand elle était vraiment jeune, mais jeune, suffisamment vieille pour avoir des souvenirs. Fait qu'elle a beaucoup de souvenirs quand même, mais ça fait peut-être 7-8 ans qu'elle est arrivée ici, puis elle dit, écoute, encore aujourd'hui, quand je rentre dans une épicerie, je regarde la diversité de choix qu'on me donne, toujours un peu ébahi de ça. Oui, ouais. Et toujours un peu ébloui de ça. Parce que nous autres, il n'y a personne qui a ça, là. Exactement. Elle dit, je comprends c'est quoi la différence entre un pays capitaliste qui prône la liberté et un pays communiste qui prône la liste d'attente et la planification centrale. On peut le dire aussi à ceux qui sont venus s'installer ici, comme toi, les Bosniaques, qui ont vécu la guerre. Ouais. Puis là, eux autres, ils vivent en paix. Tu sais, pour eux autres, ça a quelque chose d'important. Tu sais, quand tu as vécu quelque chose, c'est formateur. Mm. Ben oui, c'est formateur. Puis malheureusement, l'humain est une bébête qui apprend par expérience. Tu sais, on dit tout le temps, il touche pas au rond, il est chaud, touche pas. Mais à un moment donné, paf, tu mets ta main dessus, tu te brûles. C'est la dernière fois de ta vie, tu vas te brûler sur un rond de poêle. Exact. Mais on est un peu de même. On est un peu tata, mais on est un peu comme ça aussi, puis il faut l'expérimenter. Puis là, on l'expérimente. C'est quand même des bonnes nouvelles. Puis heureusement,
c'est pas complet. Là, on n'est pas prêt à dire que la victoire est réalisée au niveau de l'inflation. Les nouvelles sont vraiment encourageantes. Même, je te dirais que c'est pour moi qui était très pessimiste, je te dirais, si on réussit vraiment à s'enclairer de cette inflation-là dans les prochains mois, c'est un scénario optimiste qui s'est réalisé dans ma tête. Là. Réellement, c'est parce qu'avec la balloune qu'on avait traîne montée... la patte de même d'à peu près 1 point, 0,8, 0,9 toujours? Parce que s'il y a une place où on devrait être au moins équivalent, même meilleur, c'est le Québec. Parce que nous autres, on le sait, là, on gagne moins, puis ce qui nous reste, c'est encore moins que partout ailleurs. Notre capacité de payer cette augmentation-là, on est limite à mort. Pourquoi nous autres, c'est comme récurrent à chaque mois qu'on est toujours plus qu'ailleurs? Écoute, les chiffres que tu parles de là, c'est un article de Michel Girard qui a dans son texte en fin de semaine. Puis les chiffres que tu viens de dire là, j'avais jamais exprimé la lourdeur de notre fardeau de cette façon-là au Québec. Dans le sens que on sait qu'on a les plus grosses taxes et les plus gros impôts d'Amérique du Nord. On sait que les autres provinces canadiennes ont eu tendance à nous rattraper dans les derniers temps quand même. Mais ce qu'on oublie tout le temps, c'est qu'on est aussi une des places les plus pauvres. Donc, la façon d'exprimer le tout en combinant les deux, c'est de comparer, dans le fond, le fardeau avec le PIB. Puis quand tu arrives, tu regardes ça, là, pour chacune des provinces, voici la charge fiscale en proportion de leur PIB respectif qu'imposent les administrations publiques provinciales, territoriales et locales. Les chiffres, Jeff, sont malades. Alberta, 9,1 %. Donc, ils ont eu tendance à augmenter leurs impôts aux autres dans les dernières années. Ils ont vu l'apparition d'une taxe récemment, mais ils sont fucking riches. Oui. C'est pas grave. Il y avait de la place, il y avait de la marge de manœuvre. Tu t'en vas à Saskatchewan, c'est 14,2 %, Manitoba, 16,3 %, Nouveau-Brunswick, 18,1 %. Mais c'est toujours bien le Nouveau-Brunswick. L'île du Prince-Édouard, 17,8 %, Terre-Neuve, 16,1 %. C'est des provinces maritimes. Est-ce que tu peux expliquer... vas-y avec le chiffre du Québec. 22,3 %. Et en image, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans toute l'économie brassée dans une année, 22 % de cet argent-là, de ce montant-là, c'est des taxes et des impôts. Oui. C'est bien trop. C'est bien trop. C'est 9 en Alberta. La seule place qui est plus élevée que nous autres, il y en a une. Même pas. Non, il n'y en a pas d'autres. Non, on est plus. J'ai mal vu le chiffre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Nous autres, les pays. Oui. La plus proche de nous, c'est la Nouvelle-Écosse à 20,4 %. On est presque 2 % par-dessus la Nouvelle-Écosse. C'est affreux. Puis sais-tu quoi? Je vais continuer à dire ce que j'ai toujours pensé. Si tu mets les meilleures écoles où nos enfants sortent de là, ils sont à jour, ils sont extraordinaires, ils sont créateurs, ils ont le goût de partir des business, ils sont fonceurs. Tu me dis après ça, j'ai besoin d'un médecin, j'appelle, je le vois 3h30. On roule sur du tapis partout, du tapis shag à grandeur. Si on est vraiment de place en Amérique, je vais l'accepter le 22. Je suis cave de même. Mais tu vas te dire pire que ça. Si c'était comme ça, on ne serait pas à 22 parce que notre PIB serait plus élevé. Ouais, c'est ça. T'as raison. C'est ce qui fait que cette mesure-là, puis je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé moi-même avant, sérieusement, là, mais cette mesure-là est tout simplement fantastique. Parce qu'elle met en relief à la fois ton fardeau fiscal, mais également la puissance de ton économie ou le développement de ton économie. Fait que, quand tu regardes les Albertains aller, tu te dis, eux autres qui augmentent leur gouvernement, à la limite, avant de commencer à se nuire réellement, ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. Hey, le temps passe. Je veux qu'on écoute des affaires ensemble. Le vote de QS, enfin, pas le vote, le genre de motion où pendant la fin du mandat actuel, si jamais il y a des élections partielles, de la folie, de la pure folie. Le test du pantalon. Oh oui, c'est tellement cave, là. Excuse-moi, que personne ne se lève en se disant, hey, le but, c'est de gagner une élection. Vous êtes en train de repousser du monde. Même Franco Nuevo, le plus grand communiste de Radio-Canada, anciennement le Journal de Montréal, même lui, qui est probablement un gars qui a voté très souvent QS,
en a plein le cul puis il a compris que ça n'a pas rapport. Les délégués de QS solidaire, de Québec solidaire viennent d'adopter une résolution qui empêchera temporairement les hommes de se porter candidats à une investiture pour leur parti s'il devait y avoir une élection partielle au Québec. Le but? Point d'interrogation. Ramener la parité au caucus. Donc, seules les femmes et les personnes non-binaires pourraient prendre part à une investiture. Il s'agit d'une mesure, et là en majuscule temporaire, puisque le Comité national avait déjà reçu l'hiver dernier le mandat de trouver des moyens pour ramener la parité au caucus, etc., etc., etc. Alors là, mes chers amis, je veux dire, il faudrait quand même revenir un petit peu les pieds sur terre. On va pas commencer. Déjà, on se plaignait que la société était coupée en deux, que les hommes prenaient trop de place et tout. Et là, on arrive dans une situation qui est complètement inverse, où, je veux dire, on donne le droit aux femmes de se présenter comme candidates et aux personnes non binaires. Mais est-ce qu'on est devenu fou? Moi, je pense que oui. Moi, je crois que je vais commencer à faire de la radio comme Gilles Proulx. Je veux dire, on est en train de devenir complètement fou. Voilà, on est en train de devenir complètement fou. Il n'y a personne à QS qui se rend compte que cette affaire-là, c'est complètement débile et qui viennent de se marginaliser puis qui ne comprennent pas peut-être pourquoi, avec toute l'exposure qu'ils ont dans les écoles, qu'ils ont dans les médias, énormément de journalistes votent QS, beaucoup de professeurs. Pour ça que les jeunes, souvent, donnent un exemple. On voudrait avoir une entrevue GND ou... Donc, il y a une bonne job qui est faite un peu partout. Pourtant, ils plafonnent à 14, 15, si ça va bien, 16 % mais rien d'autre. Ils ne se rendent pas compte que c'est par des affaires de même qui restent marginales? Je sais pas, mais tu sais, je veux dire, là, on est dans l'inclusion. On est dans la discrimination pour inclure. Oui. Pensez-y, là. C'est pas comme ça. Tu sais, le test du pantalon pour devenir député. Pensez-y. Ça fait pas de sens. Ça fait juste aucun sens. Puis personne ne veut ça pour vrai, là. À un moment donné, tu es là, tu te dis, OK, on pousse tellement dans la mauvaise direction que ça devient tellement ridicule que plus personne est prêt à agir. Mais quand tu arrives, tu regardes le vote. C'est un vote à main levée, cette affaire-là. Oui, c'est ça. Tout le bug vient de là. En vote secret, ça passe jamais. C'est sûr que non. En vote secret, cette affaire-là ne passe pas. Ah, monsieur, c'est comme Étienne Grandmont qui dit « Oh, oui, moi, je suis d'accord avec ça. » Dans le fond de lui, là, il est zéro d'accord avec ça, là. Il n'est pas d'accord avec ça. Ben non. Mais tu peux pas l'exprimer parce qu'il y a des tentatives d'intimidation connues chez Québec solidaire envers les membres. On a fait des entrevues avec Julien Cardinal. Le gars a écrit un livre qui parle un peu des vieux garçons. Tu sais, les gars qui vivent seuls, mais ça finit par devenir un peu volontaire. Il a été exclu de la course pour la place à Catherine Dorion. Les gens l'oublient, ce petit épisode-là, là, mais c'était ça la semence de ce qui se passe là. Catherine Dorion s'en va, on veut la remplacer. On présente une certaine Madeleine, qui était sa candidate à elle, Étienne Grandmont et Julien Cardinal, éventuellement. Mais ils ont écarté Julien Cardinal de l'élection, supposément parce que le gars était masculiniste. Ah! Franchement. On l'a eu en entrevue, puis ça a donné vraiment une bonne entrevue. C'est super intéressant. C'est le seul gauchiste qui a accepté de venir dans une entrevue chez nous. Mais il est vraiment sympathique, Julien. Là. C'est vraiment pas un problème. Il est vraiment à gauche. C'est pas un gars de droite, pantoute. Mais c'est juste qu'il a écrit ce livre-là. Lui, il expliquait le mode de vie un peu de quelqu'un qui avait laissé tomber un peu l'idée de vivre en couple. C'était fucké raide, là. C'est fucké. Tu sais, moi, c'est un peu... Que regarde, justement par le système que ça arrive, bon, OK. Mais que personne dans la gang dise, à part Franco Nuevo qui n'est pas dans le gang, dans la gang, il y a certainement du monde qui ont envie de dire publiquement que qu'est-ce qui vient d'arriver là, ça ne leur donne pas de grand chance de gagner rien, que c'est une mauvaise idée, que c'est une mauvaise traque. Bien, sacrement, ils se ferment la boîte. Moi, c'est ça qui me fait le plus capoter. Le manque de courage. Quelle époque de coward, de peureux. Tout le monde a peur de perdre sa job, de se faire canceller, etc. C'est décevant. Quelle époque décevante. Tu veux expliquer aux nouveaux arrivants, à certains nouveaux arrivants, comment ça fonctionne ici, en fin de compte. Donc, tu lui parles des droits de la personne, tu lui parles des responsabilités, tu lui parles que tu sois un homme ou une femme, tu as les mêmes chances dans la vie. Il y a toute une espèce de speech, le gouvernement. Puis
Puis là, tu as un parti politique qui fait une différence entre les hommes et les femmes. Ah non, vous autres, là, vous pouvez pas. Voyons. Ça veut dire, Le pire, tu peux pousser ça plus loin. La réalité aussi, c'est qu'il y avait une co-porte-parole à élire. On pourrait dire que Québec solidaire a exclu la seule candidate issue de la diversité. Parce que là, vous jouez avec les organes génitaux des gens. On peut prendre ça ou pas. Mais là, présentement, Québec solidaire est un parti profondément raciste. Ils ont refusé d'avoir Ruba Gazal. Oh, c'est vrai. Oui, tu peux pousser l'affaire plus loin. Je veux commencer à niaiser le Ils ont bon. préféré la blanche. Ben oui. On peut s'amuser longtemps. Ben oui, puis on préférait en plus la blanche qui n'est pas trop changement climatique en passant. Plus F-150 que d'autres choses. Non, parce que le fond de l'histoire, un peu, moi, je pense, c'est que Québec solidaire, ils n'ont pas le choix. C'est un parti citadin, puis il faut absolument que s'ils veulent grandir, puis ils sont poignés un peu dans leur 15 %, il faut qu'ils pognent dans les campagnes. Oui. Ils ont fait un bon move. Hein. En élisant Émilie, ils se sont aidés. Ils se sont aidés définitivement parce que justement, ils vont sortir un peu de leur enveloppe bobo de la ville. Là. Oui. Ouais. Ça va lui faire du bien, malheureusement, pour nous. Parce mais elle a un pick-up. On réussi à progresser. Mais elle a un pick-up. Elle n'a pas un F-150 Lightning. Hey, Marie-Lou Arsenault avec Éric Duhem. Marie-Lou qui oublie de nous dire que sa première job en radio, elle a été engagée par le fameux Jeff Fillion dans une station de radio qui s'appelait Radio X. Pas vrai? Ben oui, Marie-Louise. Marie-Louise, c'est une longue histoire. Je connais Marie-Louise depuis longtemps. Marie-Louise, snob. Oh, qu'est snob. Elle s'est fait faire une croustade aux pommes en fin de semaine. Eric, là. Eric. Oh. Eric. Ouais, Eric. Oh, qu'elle m'énerve. On écoute ça. On va voir. Ça dure, on ne l'écoutera pas au complet. Là, ça dure 3 minutes. Ouais, mais ça s'écoute assez bien quand même. Il n'y a pas beaucoup de temps mort. J'imagine. L'été de 2022, une étude de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent a révélé... Ben, pourquoi je ne serais pas encore là-dessus? C'est l'année dernière, Éric. La radicalisation dans Montréal, vous parlez d'Adil Sharkawi, ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a une manifestation pro-Palestine devant Radio-Canada au moment où on se parle. Soyons calmes. Laissez-moi finir ma question puis répondre. D'accord. Après, sinon, ça ne sera pas agréable. Non, mais ça ne pas beaucoup. Maîtresse d'école du Christ. Ah, ça l'est pas? Ben, parce que je trouve que, tu sais, vous grattez toujours les mêmes bobos, vous êtes prévisibles. C'est triste. Moi, je suis ici là parce que je veux que les gens croient en la démocratie. Moi, je veux proposer un système de santé parallèle public-privé pour offrir des meilleurs soins aux Québécois parce que présentement, ils n'en ont pas. Mais on croit Moi, à la je veux baisser les taxes aussi. et les impôts des gens. Ouais. Je veux pas donner des subventions aux équipes de hockey ou à des usines de batterie. Notre parti conservateur a des valeurs fondamentales. Puis ça, vous en parlez pas. Vous parlez des sideshows, puis vous revenez avec des études d'il y a 1 an qui essayent de nous caricaturer, puis vous me parlez de... Je veux dire, c'est pas ça. Le Parti conservateur, c'est pas ça. La chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent ne donne pas dans la caricature. C'est une institution crédible qui a prouvé par une étude que 50 % de vos électeurs à l'époque adhéraient à des théories du complot. C'était quoi le pourcentage des autres partis, Mme Arsenault? Ah ben ça, il n'y a pas d'étude là-dessus. Oui, il y en a une. C'est dans la même étude que vous citez. 30 % certains autres partis politiques. Est-ce que vous recevez M. Plamondon puis vous parlez du fait que 30 % de ses électeurs, c'est des complotistes? Non, vous ne ferez jamais ça. 50 et 30, c'est pas 30 pareil. et 50 %, c'est pas la même chose. Ça, c'est la moitié. Puis quand on voit qu'il y a 40 000 membres qui n'ont pas renouvelé leur carte de membre, la question est intéressante. On vous l'a reproché, Éric Duhem. Vous me le reprochez. Bon. Les observateurs politiques. C'est pas vrai. L'affaire du 40 000 membres, c'est des gens qui sont échus. Leur carte de membre est échue, comme dans tous les autres partis. Ben, après une élection. De la renouveler, ben non, parce que l'élection dans 3 ans, Mme Arsenault, c'est vrai, pas juste pour moi. C'est quoi le pourcentage de cartes échues à la CAQ aujourd'hui? Éric, si vous voulez vivre dans un monde parallèle, on peut y aller. Là. Ben, madame, vous vivez dans un monde parallèle. Ben non, je m'excuse. Pas dans un monde parallèle, je vous établis des faits, puis vous les contredisez. Oui, parce que c'est faux. Tous les partis politiques... C'est faux que 50 c'est pas juste nous. Des membres de votre parti, en 2022, à l'été, avaient des théories complotistes. 50%. Éric, tu sais, quand quelqu'un appelle à tour de bras de même par son petit nom, c'est pour le diminuer. On connaît la technique, là? Mais il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, le manque de respect, ça, c'est flagrant. L'affaire de l'étude de l'UNESCO. Premièrement, elle a prouvé elle-même qu'elle ne l'a pas lu. Oui. Parce qu'elle pense, elle, que le but il n'y a pas d'étude! Mais le but dans sa tête, là, le but de l'étude de l'UNESCO, c'était de démontrer que le PCQ était constitué de complotistes. C'est pas ça du tout. L'étude de l'UNESCO, c'était vraiment de parler, oui, du complotisme,
Et honnêtement, l'affaire des partis politiques, c'était un sideshow dans cette affaire-là. C'était pour avoir un peu plus d'exposure médiatique. Et ils avaient effectivement tous les croisements de données avec les autres partis politiques, autant fédéral que provincial. Donc, quand elle arrive, elle dit « Ouais, mais il y avait une étude pour vous. » Elle n'avait pas lu l'étude. Elle ne savait pas que toutes les parties étaient touchées par ça. Première des choses. Donc, elle démontre clairement qu'elle n'a pas lu l'étude et qu'elle n'utilise que la rhétorique qu'elle a entendue. Deuxièmement, elle dit « Les membres de votre parti, à l'été 2022, étaient 50% complotistes. » Ça non plus, c'est pas vrai. Premièrement, ce n'est pas les membres des partis qui ont été sondés, c'est pour qui ils auraient voté. Donc, on parle des électeurs. Et les sondages ont eu lieu quelque part en 2021, au moment où le PCQ, puis même je pense que c'est en 2020, au moment où le PCQ était à peu près à 2 ou 3% dans les sondages. Oui. Donc, tu sais, quand le parti décolle, là, on part d'un parti politique qui est à 1,4, 1,5% à peu près dans les intentions de vote, Éric Duhem arrive. Et là, le parti commence à décoller. Est-ce qu'il y a eu une tendance complotiste en plein milieu de la pandémie qui s'est joint d'abord au parti? La réponse est définitivement oui. C'est arrivé pour vrai, ça. Par contre, quand le parti est rendu à 8, à 10, à 12, à 13% des sondages, c'est plus vrai, cette affaire-là. Deuxième chose dans cette étude de l'UNESCO-là, la définition de complotiste est extrêmement large. Ben moi, regarde, dans la définition en tant que telle, moi, j'en suis un. Moi, je suis quelqu'un de Thomas depuis que je suis au monde. Je suis quelqu'un qui est sceptique depuis que je suis au monde. À chaque fois que quelqu'un m'amène quelque chose, je doute, OK? Et si je me fie à la définition de ce qu'on appelle, qui est quelqu'un qui est supposément complotiste, ben je fit dedans, puis si c'est ça, ben je suis fier de l'être. Puis tout ça, le pire dans tout ça, c'est que tout ça peut se démontrer ou se démonter vraiment facilement. La complosphère québécoise, elle existe encore, OK? Elle est facile à trouver sur les réseaux sociaux. Ils sont crinqués en Simonac. L'ensemble de la complosphère voulait foutre Éric Duhem à la porte du PCQ. L'ensemble, l'intégralité. Ça, vois-tu, c'est un monde que je connais pas, je ne vois pas nulle part. Mais il existe, pas vrai? Il y en a beaucoup? Oh, ben, beaucoup. Non, ils sont vocaux. Je veux dire, ils sont sur les réseaux sociaux. Fait que ça jappe. Okay, tu peux faire une liste, tout ça, mais tu sais, ils ont l'air beaucoup, mais ils ne sont pas beaucoup. Okay. Mais la réalité, c'est que l'ensemble de la complosphère voulait se débarrasser d'Éric Duhem. Donc, si le parti était infesté de 50% de complotistes, Éric Duhem aurait perdu son vote de confiance. Oui. La réalité, c'est la suivante. Il y a eu 77% des voix. Donc, il y a 23%, il y a 23% qui étaient dans la gang, à peu près. Là. Mais c'est pas 33. J'ai vu ça. J'ai vu 33. Quelqu'un qui écrivait ça, c'était 33%. Donc. Mais tu sais, même en supposant que les 23% qui n'ont pas accordé leur confiance à Éric Duhem, tu supposes que c'est tous des complotistes. C'est une hypothèse qui est très, très, très généreuse pour Marie-Louise. Même en supposant ça, on est très loin du 50%. Donc, c'est pas un parti de complotistes, le PCQ. C'est un parti qui se cherche encore. C'est un parti qui est en train de construire sa culture conservatrice. Ça va prendre du temps. Tu sais, Karim en parle ce matin sur nos ondes. Karim, quand même sorti amer du Congrès, là, de son côté. Pour vrai? Ben, tu sais, il a reçu beaucoup de critiques de son côté. Parce que, justement, il y en a des conspirationnistes qui se promènent dans le parti puis qui supposent des affaires comme il reçoit un chèque de la CAQ ou des choses comme ça. Tu sais, fait qu'il se vide un peu le cœur un matin. OK. Puis il fait bien, là. Il met un peu les points CI puis ses barres CT. Mais je veux dire, le gars, c'est lui le brain du PCQ présentement, là. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que toutes les choses qui sont dans l'entrevue de Marie-Louise, il y a à peu près rien qui parle de ce congrès-là. Des vraies propositions qui ont été proposées. Les journalistes disent, vous faites juste parler de pandémie. Non. Les journalistes, quand vous avez Éric Duhem, vous faites juste parler de pandémie. Oui. À un moment donné, Éric... Est-ce qu'elle appellerait le gars du PQ par son prénom? Est-ce qu'elle appellerait François Legault par son prénom? Pourquoi? C'est ça. C'est pour... c'est ordinaire. C'est vraiment... Ben, c'est une bonne chose. Pour vrai, là, c'est vraiment une bonne chose. Parce que Éric a eu son moment de pomme, lui aussi. Oui. Puis il a bien paru. Il a bien paru. Les moments de croustade aux pommes, là, c'est mes moments préférés en politique canadienne. Pierre Poilievre a refait le coup avec une journaliste de la presse canadienne également récemment. C'est un autre extrait qui est magique. Mais à un moment donné, tu es là, tu dis, continuez à agir de même, les journalistes. Moi, je veux pas que vous arrêtiez. Je veux pas que vous preniez vraiment le temps de comprendre la personne qui est en avant de vous. Je veux pas que vous fassiez vraiment des recherches sur eux autres. Je veux que vous continuez à attaquer
vos intervenants sur des clichés que vous avez dans votre tête. Parce que Christy, que c'est drôle. Et Marie-Louise Arsenault, je dis ça de même en passant. Là. Marie-Louise Arsenault, d'abord, c'est une fille brillante. Ça, j'ai pu tout voir ça. Je l'ai pas revue depuis des années, mais c'est une longue histoire pourquoi je la connais. Là, mais c'est une fille. Mais en tant que telle, là, j'écoutais son entrevue en fin de semaine avec Éric. Là. S'il n'y a pas Radio-Canada, si Radio-Canada n'existe pas via nos impôts et qu'on donne une job au privé en radio à cette fille-là, ça fait 10 ans qu'elle ne fait plus de radio. Là. Si elle a un podcast, son podcast est un podcast de bénévoles. Là. C'est incroyable, Radio-Canada, le ramassis de 100 talents qu'il y a là-dedans. C'est incroyable. Ça, moi, j'en reviens pas. Comment ça se fait? Moi, avant, je pensais que Radio-Canada, la TV et la radio, c'était l'endroit pour des standards élevés. Crif! Non. Puis c'est pas qu'il manque de recherchistes. Non. C'est pas grand monde. S'il avait voulu réellement lire le programme puis le décortiquer, il l'aurait lu. S'il avait vraiment voulu lire et comprendre l'étude de l'UNESCO, ça aurait été fait. Il n'y a personne qui ne l'a jamais fait. Ils ne font que surfer. Parce qu'ils ont beaucoup de temps libre. Ils sont payés grassement pour ne pas faire grand-chose. Exact. Dans notre société d'État. Exact. Thank you, Yann. C'est bien le fun. On aurait pu faire encore d'autres sujets. Il y a bien des affaires en fin de semaine. Regarde, Yann et Frank en podcast si vous en voulez plus. Et on a également Yann Sénéchal, le conseiller en finance. Vous avez besoin de lui. Il est disponible également, mais il est dans le jus pas mal. Puis il dit, ben, regarde, arrivez avec beaucoup d'argent si vous avez besoin de venir me voir. Je n'ai jamais dit ça. Salut Yann, bye.